Bon, notre association est la seule organisation qui réunit les musulmans de toutes les écoles de droit. Nous voulons faire connaître la riche culture islamique, l'unité dans la différence de toutes les ethnies, cultures et interprétations d'islam qui forment ensemble la religion de la paix. Chios est politiquement neutre, mais socialement actif dans les efforts pour obtenir l'égalité et le même statut légal que les autres communautés religieuses reconnues en Suisse. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de partager avec vous notre avis concernant la votation prévue le 13 juin 2021 de la mesure policière de lutter contre le terrorisme. Notre tâche est d'inviter une discussion ouverte dans un forum démocratique. C'est à vous de décider. Nous craignons que le futur vote aura à nouveau des conséquences négatives pour les musulmans. Depuis quelque temps, les musulmans se sont marginalisés. Cette loi, parmi les autres, vise depuis un certain temps les citoyens suisses musulmans de façon générale. Il est plus qu'évident que le MPT sont et seront basés sur les éléments totalement arbitraires qui ne font que creuser le sentiment d'injustice. Ces mesures policières de lutter contre le terrorisme accordent de fait un grand pouvoir aux autorités de la sécurité et à l'administration et ainsi de suite. Nous pensons que la lutte contre le terrorisme, la violence et le radicalisme ne peut être réalisée uniquement par des mesures policières, mais il faut que l'État coopère avec les organisations de musulmans. Nous, les musulmans, nous sommes les premières victimes de l'extrémisme. Par conséquent, il est de notre devoir de nous élever contre l'abus de notre religion. C'est une affaire nationale qui exige toute une planification que nous, le Chios, avons mis au cœur de nos activités de l'année de 21 à 23. Nous avons formé une plateforme nationale, ILF, conseil, accompagnement et surveillance, expertise de faits et phénomènes de la radicalisation et à caractère islamique. Nous invitons régulièrement à des collègues et conférences, des experts universitaires et acteurs de terrain public et privé sur les thématiques concrètes auxquelles nous faisons face. Et malheureusement, pour ce dernier point, la représentativité de musulmans, quand il s'agit d'un phénomène international aussi dangereux comme le terrorisme, est presque absente. Politiquement, cette absence se fait sentir puissamment et les voix des musulmans ne sont pas du tout audibles. Par conséquent, leurs demandes ne sont écoutées ou prises en compte par les autorités. Les musulmans constituent une partie fidèle de la population qui s'identifie à la Suisse, mais nous sommes la minorité la plus faible de Suisse. C'est pour toutes les raisons évoquées que je vous appelle, dans le cadre de la nouvelle vague du Chios, à vous réunir avec nous afin de propulser une véritable voix d'islam auprès des gens, auprès des citoyens suisses et auprès des politiques et des acteurs publics. Au nom de Chios, je vous invite à vous engager activement pour une vie en bonne harmonie de notre patrie, la Suisse. Merci pour votre attention, mes chers, et salam alaikum. Merci, Dr. Afshar. Au nom de la Fondation islamique et culturelle d'Ahl al-Bayt, je vous souhaite également à tous la bienvenue sur cette séance d'information sur la loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme. Et comme Dr. Afshar a brièvement mentionné, donc ce programme
se déroule sous l'égide du KIOS et aussi avec la collaboration de l'association CRI des voix des victimes. Donc, pourquoi nous avons décidé d'organiser cette séance? Donc, cette loi qu'on appelle aussi la loi MPT interpelle, car souvent le terrorisme est identifié avec le terrorisme islamique, d'une part, et d'autre part, c'est parce que cette loi aussi, elle touche sur des sujets qui sont fondamentaux aux sociétés libres et démocratiques. Donc, la liberté, le droit de la vie privée, la présomption d'innocence, tout cela fait partie de nos valeurs dans une société libre et démocratique. Et il y a toujours ce risque de dérive, même dans une société démocratique. On peut penser à la surveillance de masse, récemment avec le scandale qui avait été dévoilé par Snowden, mais il n'y a pas besoin d'aller chercher aussi loin géographiquement. Je me souviens quand j'étais ado, un des grands scandales fin des années 80, c'était le scandale des fiches avec les autocollants tous fichés ici en Suisse. Donc on a la chance en Suisse d'être dans une démocratie directe. Cette loi est soumise au vote par référendum. Et donc, c'est aussi à nous de nous engager, d'informer notre communauté et la communauté plus élargie aussi à travers ce genre de séances d'information afin qu'on puisse voter le 13 juin en toute connaissance de cause. On a l'honneur d'avoir aujourd'hui parmi nous pour cette séance donc, Ahmed Adjil, où au moment où on préparait cette conférence, était chercheur doctoral à l'École des sciences criminelles de Lausanne, mais qui est maintenant docteur en criminologie. Donc on le félicite très chaudement pour cet accomplissement. Et également, on a avec nous Xavier Carlo, qui est peut-être plus connu, en tout cas parmi la communauté de FICA, de la fondation d'Ahl el-Bayt. Les membres du comité du DAL, ensemble à gauche, il est aussi cadre dans le domaine des soins, en tant qu'infirmier, si je ne me trompe pas, à l'hôpital universitaire de Genève, et ancien membre fondateur de Droit pour tous. Droit pour tous, une association qui est aussi où moi j'ai commencé à m'engager un peu plus dans les sujets de droits humains et de politique et de société. Donc, je me souviens avoir participé dans des séances, dans l'organisation de la toute première manifestation. C'était au début des années 90 pour les droits des Palestiniens. On remercie chaudement nos deux intervenants de nous avoir accordé leur temps aujourd'hui. Et je donne aussi la parole à Abdul Jalil de l'association CRI des voix des victimes, s'il veut dire aussi quelques mots avant qu'on commence cette séance et cette conférence. Merci beaucoup, Mourif. J'aimerais bien remercier toute l'équipe de la FICAL, la Fondation culturelle islamique de Genève pour l'effort et pour l'initiative parce que vous êtes la seule organisation islamique qui a pris l'initiative d'évoquer ce question de votation prévue pour le 13 janvier. Bon, 13 juin. J'ai vécu avec Ahmed Adjil quelques étapes avant l'évolution de cette votation. Ça fait plusieurs mois. Ahmed Adjil, il a publié plusieurs articles, il a été actif et nous avons l'honneur
d'avoir Ahmed Agil comme conseiller dans le cadre de la coordination islamique suisse, conseiller chargé des programmes de radicalisation dans le cadre de restructuration organique de la coordination islamique suisse. J'aimerais bien signaler quelque chose, l'essentiel. L'essentiel, bon, c'est un projet de loi arbitraire basé sur des compétences arbitraires données à l'administration, à la police sur le compte de la procédure juridictionnelle. Mais l'essentiel, nous devons avouer que nous sommes, les musulmans, comme minorité religieuse, nous sommes mal structurés, nous sommes mal positionnés et malheureusement, on n'a pas le lobby. Contrairement à des autres minorités, on n'a pas le lobby de présentation, on n'a pas le lobby de communiquer nos voix. Nous avons l'honneur, en tant que la coordination islamique suisse, d'évoquer ce problème, comme on a évoqué des autres problèmes qui ont visé les musulmans, mais ils sont où les autres? Ils sont où les autres? Et si nous devons mettre des points d'interrogation sur la légitimité des autres organisations islamiques qui sont absentes, qui servent en vérité que des intérêts personnels, rien que ça, loin de la représentation, loin des occupations de la communauté musulmane. Merci à la FICA et bonne continuation. Je suis sûr que cela va être voté, mais c'est une occasion pour réunir la communauté musulmane sur une organisation solide qui a des objectifs et qui a de fonctionnement clair. J'aimerais bien remercier le professeur Boumediene Ben Yahya, le secrétaire général de la coordination islamique suisse, aussi pour la qualité de travail qu'il est en train de faire dans le cadre du programme ILEF de lutte et prévention contre la radicalisation. J'aimerais bien signaler à la fin, permettez-moi, Mouhir, que la lutte et prévention contre la radicalisation, ça ne passe pas par les mesures policières. Ça passe par une coopération, un partenariat avec la communauté musulmane, avec les vraies structures de la communauté musulmane et avec un partenariat basé sur le respect et le partenariat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Abdul Jalil. Donc, avant de commencer, juste, vous pouvez poser vos questions sur le chat. Donc, soit vous pouvez l'envoyer à tout le monde, soit vous pouvez m'envoyer à moi directement si vous ne souhaitez pas poser les questions de manière publique. Et nous aurons une séance questions-réponses à la fin. Donc, on va commencer avec notre frère Ahmad. Donc, on parle ici de loi de prévention contre le terrorisme, de loi suisse de prévention contre le terrorisme. Donc, la première question qui vient à l'esprit, c'est à quoi ressemble le terrorisme en Suisse? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aussi de mon côté, merci beaucoup d'avoir organisé cette conférence très importante aussi et d'avoir réuni des acteurs qui n'ont pas toujours la possibilité de s'exprimer dans les plateaux publics. Et donc voilà pour moi de mon côté. Je vais essayer de vous dresser un petit tableau de ce qui se fait déjà aujourd'hui en termes d'antiterrorisme ou de lutte contre le terrorisme ou de prévention du terrorisme pour pouvoir ensuite mieux situer et contextualiser les dites mesures policières préventives de lutte contre le terrorisme sur lesquelles on sera amené à voter le 13 juin prochain, ceux qui peuvent voter parmi nous. Alors, pourquoi à quoi ressemble le terrorisme en Suisse aujourd'hui? Nous savons tous que des groupuscules comme Al-Qaïda ou Jabhat al-Nusra ou l'État islamique, ils ont réussi à attirer des personnes autour du monde pour leur cause. C'est surtout en lien avec la vague la plus récente en fait, de mobilisation, en lien avec le conflit syrien. Et donc, on voit en Suisse, à partir de 2014, entre autres, en fait, beaucoup de départs en zone de conflit syro-irakienne pour rejoindre
d'abord c'était Jabhat al-Nusra, ensuite c'était plutôt Daesh. Nous avons donc depuis, en fait, on a les chiffres pour la durée entière, en fait, depuis 2004. Le service de renseignement dit que c'était environ 90 départs en zone de guerre, mais ça incluait aussi des zones comme la Somalie ou l'Afghanistan ou l'Irak précédemment. Nous avons eu depuis environ 16 retours en Suisse, donc pas beaucoup de personnes qui sont revenues. Et nous avons encore une dizaine de personnes, peut-être une quinzaine, les chiffres ne sont pas très clairs à cet égard, sur zone incarcérée. Et la politique de la Suisse à l'heure actuelle est de ne pas rapatrier activement ces personnes-là. Il y a récemment eu un appel en fait, d'un avocat aussi qui lutte pour les droits de 2 filles qui sont aussi détenues en fait, dans les camps kurdes en Syrie. Et un appel de l'ONU en fait, à la Suisse de reconsidérer en fait, sa politique en la matière. Ensuite, à part les départs en, fait, en zone de guerre, nous avons aussi des groupes qui se sont organisés en Suisse. Nous avons dans la zone autour de Winterthur, à Zurich, eu quelques groupes, quelques individus qui ont échangé la propagande djihadiste, qui ont justement flirté avec l'idée de partir sur zone de guerre, ou dont certains membres sont aussi partis sur zone. Et il y en a d'autres en fait sur l'arc lémanique ou dans la région de l'arc lémanique entre Genève, Lausanne et Yverdon qui se sont également mobilisés, qui ont échangé de la propagande. Pour certains, on a aussi des soupçons qu'à un moment donné, ils avaient pensé commettre des attentats ici en Suisse. Voilà. Donc, nous avons en fait le terrorisme et touche la Suisse. Ce n'est pas quelque chose dont la Suisse a été complètement protégée. Nous n'avons pas eu d'attentats ou d'actes de violence majeurs depuis 2001. Nous avons eu l'année passée l'assassinat de Morges, en fait, mais c'est toujours une enquête est toujours pendante, donc nous ne pouvons pas nous exprimer là-dessus, ou pas trop en tout cas, et les attaques qui ont eu lieu à Lugano également. Donc voilà, aujourd'hui, la Suisse, elle est aussi en fait, il y a des sympathisants, il y a des mobilisations en fait depuis la Suisse, et elle est entre autres aussi visée par les groupes djihadistes parce qu'elle fait partie en fait d'un bloc occidental qui s'est opposé en fait à Daesh. Elle n'est pas sur le premier plan évidemment parce qu'elle n'est pas impliquée dans les coalitions militaires qui ont frappé en fait le plus activement et poursuivi le plus activement Daesh. Voilà, je ne sais pas si ça suffit comme réponse. C'est des questions par rapport à ça. Merci. Et donc, il y a des lois déjà existantes. Donc comment la Suisse lutte-t-elle actuellement contre le terrorisme? Si vous pouvez un peu aborder ce sujet-là. Mm-hmm. Alors, en ce qui concerne la lutte antiterroriste suisse, on a parfois l'impression, quand on écoute les politiciennes et les politiciens s'exprimer sur le besoin en fait, d'avoir des mesures policières préventives, qu'en Suisse, à l'heure actuelle, on ne peut rien faire du tout. On doit attendre en fait, qu'une personne commette un acte de violence pour pouvoir agir et intervenir. Cela ne correspond pas en fait, aux réalités, sur le terrain en tout cas. En Suisse, toute participation et tout soutien à une organisation criminelle, et cela inclut aussi des organisations terroristes, évidemment, comme le travail de Daesh, est interdite et sanctionnée en fait par des peines privatives de liberté allant jusqu'à 5 ans. Ce sera renforcé à partir du 1er juillet. La peine maximale sera de 10 ans. Et si la personne elle est impliquée concrètement ou elle joue un rôle central dans l'organisation, la peine peut aller jusqu'à 20 ans. Donc, nous avons un renforcement assez conséquent de l'arsenal pénal suisse en la matière. Maintenant, j'ai dit participation et soutien à une organisation criminelle. Nous, quand on imagine ce que ça veut dire, on se dit, bah, voilà, quelqu'un est vraiment impliqué en fait, dans Daesh, il a peut-être un certain rôle, il a à un moment donné exprimé en fait, son appartenance. Et quand on dit soutien, on se dit, voilà, la personne, elle a activement contribué aux activités de violence, aux activités criminelles de l'organisation. Maintenant, ce que nous constatons, si nous regardons en fait comment la jurisprudence s'est développée en la matière, nous voyons que ces notions de participation et de soutien ont été élargies au fur et à mesure. Donc, s'il y a quelques années encore, on considérait la personne qui était
vraiment qui faisaient partie du noyau dur d'une organisation comme étant participante. Aujourd'hui, nous avons déjà vu des cas où la personne elle avait communiqué sur Facebook avec quelques messages avec l'organisation pour pouvoir être considérée comme participante. Donc, c'est rare quand même, mais il y a eu des cas et ils ont été sanctionnés assez sévèrement. Ensuite, au niveau du soutien, nous avons également vu une extension au point où aujourd'hui, je pense le développement le plus extrême, le plus récemment, c'est que en envoyant une photo ou une vidéo par WhatsApp à une personne, on fait de la propagande pour une organisation terroriste. Et en faisant de la propagande, on a agrandi le cercle de récipients potentiels, de spectateurs potentiels. Et par là, on a contribué au potentiel criminel de l'organisation. Et par là, on a fait du soutien, en fait. On est punissable pour soutien à une organisation criminelle. Nous voyons qu'en fait, là, on a beaucoup élargi, on a un peu rendu ces notions un peu plus vagues, ou disons, elles peuvent s'appliquer à vraiment un peu toutes les activités. Et ce qu'on voit aussi, si on analyse les cas qui ont été portés devant le tribunal pénal fédéral, la pénale zone, c'est que la majorité des cas, en fait, concernent des activités sur Internet, comme justement le partage de photos, de vidéos, faire un commentaire par-ci, par-là, ou être en contact avec certaines personnes. Ça c'est pour le pénal. Donc, le pénal, il est déjà assez puissant. Nous avons d'ailleurs, ça je ne l'ai pas mentionné, mais la loi interdisant Al-Qaïda et État islamique et tous les groupes apparentés, elle est en vigueur depuis 2015 et elle a élargi un petit peu le champ d'application des dispositions antiterroristes. Finalement, en dehors du droit pénal, nous avons aussi des dispositions, notamment en matière du droit de la migration, en matière aussi de la loi sur les étrangers et l'intégration, où vous voyez par exemple l'article 68 de la loi sur les étrangers et l'intégration, c'est l'expulsion. L'article 67, c'est l'interdiction d'entrée en Suisse. Ce sont des articles qui ont souvent été mobilisés et surtout en fait en lien avec ce phénomène-là. Donc c'était principalement à l'égard de personnes étrangères qui étaient quelque part associées avec le terrorisme djihadiste, de près ou de loin, hein, souvent. Et en fait, FedPol est déjà actif en fait dans le domaine administratif, si on veut, quand elle prononce ces mesures-là. Nous avons une autre mesure qui est très intéressante, ou plutôt inquiétante en fait, c'est l'article 42 de la loi sur la nationalité. C'est un article qui n'avait pas été utilisé depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais qui a été réactivé en fait en lien avec ce phénomène djihadiste en 2017 pour la première fois, à l'égard d'une personne qui était vivant, qui habitait au Tessin, qui avait fourni en fait un soutien logistique à Daesh en hébergeant deux personnes qui ensuite sont parties sur zone de guerre. Et c'est en fait l'article du retrait de la nationalité. Et ça, du coup, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore vu, pas vu depuis des décennies, mais au niveau international, c'est quelque chose qui a commencé à se faire. On a commencé à enlever la nationalité à des personnes qui sont en fait des naturalisés. Donc, la majorité des personnes ici, voilà, vous avez une deuxième nationalité ou vous avez peut-être simplement la possibilité d'obtenir la deuxième nationalité. Cela suffit pour vous retirer la nationalité si la Suisse considère que vous avez quelque part endommagé ou porté atteinte à la réputation ou la sécurité de la Suisse. Ça, donc, différentes mesures, tant pénales que administratives, qui sont déjà en place aujourd'hui et qui couvrent, donc, de mon point de vue, l'intégralité en fait des activités dites terroristes, jusqu'à aller à criminaliser en fait toute expression de sympathie, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde électronique. D'accord, donc si je peux juste résumer, donc on a des cas de terroristes en Suisse, leur nombre est faible, il n'y a pas eu d'attaque majeure en Suisse. Il y a déjà des lois qui existent pour ceux qui font la propagande ou qui collaborent, qui participent dans des associations, des organisations terroristes. Donc, il y a déjà des lois en place. Donc, si on revient à cette loi MPT, pour vous, qu'est-ce qu'elle apporte de plus et puis quelles
sont les problèmes avec cette loi, si il y en a? Oui, merci pour la question. Alors, donc les MPT ont été la première fois mentionnés, je pense, en lien avec les attentats qui se sont produits en France. Donc après le Bataclan, je pense, en 2015, novembre, on s'est dit, nous avons besoin de mesures plus incisives pour réagir le plus tôt possible. Maintenant, c'est en fait dans la nature de la lutte antiterroriste, quelque part, c'est ce qu'on a vu depuis le 11 septembre, de vouloir intervenir de plus en plus tôt. Donc, de vouloir empêcher en fait les attentats à tout prix. Maintenant, ça, c'est compréhensible, c'est raisonnable aussi quelque part de vouloir empêcher ces attentats-là et ces actes de violence qui touchent principalement des innocents. Par contre, le problème, c'est dans cette logique préventionniste, c'est que la prévention, ce n'est pas un terme qui est neutre. La prévention, elle se fait toujours pour quelqu'un et c'est toujours quelqu'un ou un groupe qui va plutôt en fait payer pour cette illusion de prévention ou de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, si je vous dis que le dispositif pénal en place ou le dispositif antiterroriste au sens large, parce qu'il va au-delà du pénal, couvre déjà en fait tous les actes, ben, quelque part, on veut se dire, moi, je veux aller encore plus en amont. Donc, je veux pouvoir réagir quand la personne, elle n'a même pas liké, même pas partagé une photo sur Facebook, par exemple. Elle n'a même pas reçu une vidéo par WhatsApp. Nous sommes dans une sphère encore plus préventive pour pouvoir dire, bah, en fait, la personne, moi, je pense qu'il est en contact avec d'autres personnes, en fait, il y a très, très peu d'éléments objectifs qui ne sont pas encore punissables pénalement. Donc, pour moi, se pose vraiment la question, dans quelle zone est-ce qu'on sera? Quels sont les actes qui seront poursuivis en fait, par les MPT? Donc, je pense que là, on risque vraiment de tomber dans quelque chose qui est de l'ordre de la criminalisation des personnes, des pratiques sociales et religieuses et des postures aussi politiques de certaines personnes. Donc, on peut tout à fait voir qu'à un moment donné, avec ces MPT, ça s'appliquera à des personnes qui organisent des manifestations pour la cause palestinienne. Une manifestation qui va peut-être, qui va aussi défier en fait, le pouvoir qui est en place, qui démontre une certaine connivence à l'égard de la politique de l'occupation, etc. Donc ça, en fait, ça peut s'appliquer dans cette zone qui est un engagement politique, ce qui devient extrêmement problématique. Moi, ce que je pense, il y a une autre application de ces MPT-là, c'est pour ça que je suis aussi plutôt inquiet par rapport à comment ils seront utilisés. C'est que maintenant, aujourd'hui, il y a une petite partie des enquêtes qui sont ouvertes qui ne peuvent pas finalement aboutir à une condamnation de la personne parce que nous sommes vraiment dans une sphère préventive et qu'on ne peut finalement pas démontrer que la personne était vraiment, elle s'est rendue punissable. Elle a commis un acte pénalement répréhensible. Maintenant, ce qu'on peut imaginer, c'est que les MPT seront utilisés pour contourner en fait les procédures pénales traditionnelles. Parce que dans une procédure pénale traditionnelle, vous devez démontrer la culpabilité de la personne. Vous avez certaines garanties procédurales pour la personne. Avec les MPT, on change. On est dans une procédure administrative. Nous n'avons pas besoin de démontrer la culpabilité de la personne. Il suffit en fait de dire que la personne elle est quelque part dangereuse, elle pourrait mener des activités terroristes dans un futur pas très certain. Et quand on fait ça, en fait, l'autorité de poursuite pénale, elle se met dans une posture qui est plus favorable parce qu'elle est plus agile, elle n'a pas besoin de faire tout ce travail autour d'une procédure pénale. Mais en même temps, la personne qui est concernée, elle est dans une posture beaucoup plus faible, dans une position moins favorable. Et c'est ça qui m'inquiète aussi un petit peu. C'est quelque chose qu'on voit au niveau international, une volonté en fait d'éviter les procédures pénales et de plutôt recourir à des mesures administratives qui, elles, sont considérées comme étant plus réactives, comme étant plus agiles, comme facilitant quelque part le travail de la police. Mais c'est peut-être pas si mauvais en fait si le travail de la police est toujours un petit peu compliqué aussi, qu'on connaît toujours un peu des barrières. Et ce n'est pas en fait en enlevant ces barrières qu'on va apporter de la sécurité à tout le monde. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'aimerais aborder. En fait, c'est toujours la question de la sécurité versus les libertés, etc. Et je pense que c'est un peu un faux débat parce qu'il fait abstraction en fait de aussi encore une fois que
tant les libertés que les sécurités ne sont pas les mêmes pour tous. Nous avons, quand on parle de sécurité, on parle d'une sécurité pour la Suisse, pour les citoyens suisses, qu'on veut protéger contre un ennemi qui est décrit avec beaucoup de clichés très souvent. Mais on oublie que les personnes en fait, qui sont une fois dans le viseur de l'État, parce qu'on les considère comme étant des sympathisants terroristes, comme étant des terroristes potentiels, c'est la notion qui est fait foi dans le texte de loi, ces personnes-là vont payer un coût énorme en termes des conséquences personnelles, sociales, au niveau de leur travail, au niveau émotionnel aussi, au niveau de leur sentiment de sécurité, justement. Et je pense qu'on n'arrive pas, en fait, en Suisse encore à comprendre que la sécurité, il faut la penser pour toutes et tous. Et si c'est toujours un peu les mêmes minorités qui payent, en fait, ce prix de sécurité pour une majorité qui est souvent mal définie, on restera en fait dans les pratiques discriminatoires et qui sont aussi quelque part contre-productives. Parce que le terrorisme, il existe entre autres parce qu'il y a de la discrimination, parce qu'il y a des injustices. Et avec des lois comme ça, avec des mesures comme ça, des pratiques policières hyper excessivement préventives, on tend justement à renforcer ce sentiment d'injustice. Merci beaucoup, docteur, pour ce résumé très instructif et très, très clair aussi. J'ai reçu quelques questions, mais je vais les laisser pour la fin. Juste un rappel aussi, on voudrait que cette séance d'information soit interactive, c'est aussi pour vous. Donc, n'hésitez pas encore une fois, vous pouvez poser vos questions sur le chat et puis on demandera aux intervenants d'y répondre à la fin. Et si vous préférez prendre le micro pour poser votre question, envoyez-moi un message et puis on vous donnera aussi la parole à la fin. Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, vous pouvez également poser vos questions dans les commentaires et puis je les prendrai de là. Donc, je vais maintenant donner la parole à Xavier. Et je crois que il a préparé une diapo, donc je te donne les droits pour que tu puisses partager ton écran et c'est à toi, on t'écoute. Alors, on ne t'entend pas, ton micro est éteint. Et pour l'instant, ton partage d'écran est noir. Alors voilà, c'est bon. Excusez-moi, je vais juste partager mon écran. Voilà, je pense. Est-ce que là, vous voyez bien mon écran? Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, on t'entend bien. Par contre, l'écran, moi, je vois toujours un écran noir. Je ne sais pas, pour les autres participants, pourtant, je l'ai bien partagé. Alors là, je ne comprends pas ce qui se passe. Désolé. Alors, attends. Je vais revenir comme ça. Alors, le partage d'écran, je ne comprends pas ce qui se passe. Alors. Ah oui, voilà. 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 Est-ce que maintenant, c'est bon? Oui, Voilà. on voit. Alors, merci beaucoup. Donc, je vais vous faire une brève présentation sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme. Alors, juste, pardon, je t'interromps parce qu'on voit ton partage d'écran, mais c'est le Windows Explorer, donc ce n'est pas les diapos. Oh, c'est Je pas ne sais pas possible. si c'est voulu ou… Non, non, non. Normalement, ça doit être un diapositive avec le titre de la présentation. Ok. Alors, c'est la première fois que ça fait ça. Voilà. Et maintenant, est-ce que c'est bon? Oui, Voilà. Voilà, merci. On y arrive. Donc, voilà. Donc, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Je remercie Maurice pour cette organisation. C'est vraiment très flatteur pour moi. Donc, je vais vous faire une brève présentation sur cette loi fédérale que je qualifierais d'injuste, d'inutile et de stigmatisante. Et je voulais commencer par une petite citation de Tom Clancy. Vous le connaissez, c'est un auteur américain de romans politiques. Il avait dit que le terrorisme est avant tout un acte politique. Il cherche à provoquer un acte politique. Si à cause de lui nous changeons notre société, il est gagnant. Voilà. Il semblerait que certains terroristes arrivent à leur fin. Donc, je vais rapidement vous présenter cette présentation que je vais diviser en 6 parties. Le processus électoral,
Peut-être quelques rappels de notions d'éducation civique par rapport à d'autres notions au système politique suisse. Démocratie et dérive sécuritaire, surveillance de masse de la population, développement des technologies. Pour finir, je vais aller très brièvement sur les MTP, puisqu'Ahmed a fait une brillante présentation là-dessus. Et puis, la conclusion. Parce qu'évidemment, ce que j'aimerais, moi, vous faire présenter et partager avec vous, c'est cet aspect, si vous voulez, qui règne actuellement dans nos démocraties, entre guillemets, occidentales, au niveau de la surveillance de masse qui commence à se développer, au niveau de certains concepts également sociologiques et politiques, et au niveau de dérives sécuritaires que l'on peut voir dans nos démocraties. Alors, bien entendu, on aura pu parler, comme d'habitude, des méchants chinois, des méchants russes, des Afro-Iraniens et des Pakistanais fanatiques. Mais personnellement, comme la Suisse est ancrée dans le monde occidental, j'ai plutôt choisi, vous m'en excuserez, donc de vous présenter quelques dérives sécuritaires extrêmement graves dans nos démocraties. Donc, juste brièvement, le processus électoral concernant cette loi, c'est aussi important de se le rappeler, ça a commencé en 2017 par le Conseil fédéral, donc a ouvert une consultation par rapport à ce projet. Le Conseil fédéral a finalement adopté, ensuite ça passe en votation au niveau donc, du Parlement, donc il y a eu énormément de débats, donc vous voyez qu'on a environ une dizaine de mois, et puis finalement c'était adopté bien malheureusement par les deux chambres. De ce fait, il y a eu un référendum. Assez amusant de remarquer aussi que ça a été lancé par des jeunes, hein, donc les jeunes verts, la jeunesse socialiste, les jeunes verts libéraux et le Parti pirate. Finalement, étant donné que le nombre de signatures a abouti, donc le référendum donc, a été validé par le Conseil fédéral, et puis, comme vous le savez tous, il y a eu le lancement de la campagne référendaire, une coalition d'ONG. C'est important de préciser qu'il y a eu 80 donc, ONG qui se sont groupées pour faire bloc à cette loi unique, et également 50 professeurs de droit suisses qui ont écrit des articles allant donc pour contrer cette loi. Donc voilà. Rapidement, quelques notions d'éducation civique, parce que je vous ai parlé du Parlement. Donc, au niveau suisse, depuis la Constitution de 1848, donc, le Parlement comprend deux chambres. C'était d'une part donc, pour copier la Constitution américaine, c'est important de savoir que cette Constitution était calquée sur celle des États-Unis, et puis il y a aussi deux chambres, comme je vous l'ai dit, donc le Conseil national et le Conseil des États. Si vous voulez, pourquoi deux chambres? Parce que le Conseil national, en fait, il y a des conseillers qui sont élus en fonction de la taille de la population des cantons. Donc évidemment, les plus grands cantons auront plus de conseillers que les petits, et le Conseil d'État, en fait, là, c'est un nombre égal de conseillers qui sont élus pour chaque canton, ce qui fait que les petits cantons sont représentés à part égale avec les grands cantons. Voilà, puis pour qu'une loi puisse être acceptée, les deux chambres doivent la valider. Donc, elles sont à égalité au niveau du droit. Donc, voilà. Alors là, on va voter donc sur un référendum. Je pense que c'est très important de souligner. C'est vrai qu'on peut critiquer la Suisse sur bien des aspects, mais il y a tout de même deux instruments de démocratie directe, je veux dire, que beaucoup de pays pourraient nous envier. Je ne le dis pas par chauvinisme, mais simplement par notion de réalité. On a d'abord le référendum facultatif, donc référendum qui peut se faire au niveau cantonal ou au niveau fédéral. Dans ce cas-là, c'est un référendum donc au niveau fédéral. Donc, tout groupe de citoyens ou citoyens peut s'opposer à une loi. Bon, il y a quand même une procédure, mais c'est relativement simple, du moment qu'il va récolter 50 000 signatures en 100 jours. Et l'initiative populaire fédérale, donc tout groupe de citoyens peut lancer une initiative, donc ça permet de réviser la Constitution ou de faire passer une loi. Là, il faut 100 000 signatures en 18 mois. Donc, voilà. Pour ces petits rappels. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, on a parlé de la démocratie et des dérives sécuritaires. Je pense que c'est très important de reconnaître qu'actuellement, nos démocraties, entre guillemets, parce qu'on va encore définir ce qu'est une démocratie, connaît des dérives sécuritaires assez importantes. Donc, évidemment, qu'il peut y avoir des dérives dans un gouvernement qui se dit démocratique. Et je vous ai mis une petite citation de Barack Obama, ici, en à droite dans le carré bleu, qui dit: vous ne pouvez avoir 100% de sécurité, 100% de respect de la vie privée et 0% d'inconvénients. Il faut bien, en tant que société, faire des choix, et on aura compris quel est le choix des États-Unis. Alors, il y a quelques exemples, on va passer très brièvement là-dessus, mais ça peut peut-être du bien aussi de le rappeler, que des pays européens avec un régime parlementaire, comme par exemple les Britanniques et les Français, ont colonisé donc de larges régions en Afrique,
en Asie qui a eu des massacres coloniaux avec des famines, des déportations, des camps de la mort. On a beaucoup parlé à juste titre de ce qui s'est passé dans l'Allemagne durant le Troisième Reich, mais vous n'êtes pas sans savoir que les premiers camps de concentration ont été faits en Namibie par les Allemands au début du XXe siècle et en Libye par les Italiens. Et ce qui avait été reproché à Adolf Hitler, c'est d'avoir fait ce que les Européens ont fait dans les pays africains et asiatiques et de l'avoir fait en Europe. Il y a également donc des pratiques hybrides qui sont à jour et qui sont extrêmement dangereuses. Ces pratiques hybrides, elles sont donc un mélange de surveillance entre les services secrets des États en partenariat avec des compagnies privées. Et donc, il y avait Ignacio Ramonet, donc, qui a travaillé dans le monde diplomatique, qui nous dit la chose suivante, voyons bas en rouge, l'alliance inédite de l'État, plus l'appareil militaire de sécurité, plus l'industrie géante du web, est égal à ce qu'il appelle un empire de la surveillance. Voilà. Donc, parmi ces dérives, je pense que ça vaut la peine de s'arrêter quelques instants sur ce que les Américains, enfin plutôt sur ce que les États-Unis sont en train de faire, parce que c'est vraiment pour moi le symbole de cette espèce de contradiction qu'il y a au sein donc, du gouvernement des démocratiques. Une petite citation de Richard Nixon, « Dieu est avec l'Amérique, Dieu veut que l'Amérique dirige le monde ». Donc, vous voyez, là, je pense qu'il avait un petit peu trop bu avant de dire une chose pareille. Ben, les États-Unis, leur dérive démocratique, vous avez la guerre contre le terrorisme, qu'on connaît tous, donc a abouti, je veux dire, à des gens qui ont été kidnappés de certains pays pour être envoyés dans l'autre, dans des vols secrets de la CIA, pour être torturés donc, par des régimes dictatoriaux, comme par exemple l'Égypte ou l'Ouzbékistan. Ça a donné lieu à l'US Patriot Act 1 et l'US Patriot Act 2 qui ont donné des pouvoirs considérables au FBI, qui ont donné des pouvoirs considérables pour surveiller les gens. Le FBI pouvait même, par exemple, aller dans les bibliothèques et regarder la liste des ouvrages qui étaient lus par les citoyens américains. Il y a également Alberto González, donc, qui est juriste à la Maison-Blanche, qui a donné donc, un nouveau sens juridique au mot torture et qui a permis donc, aux États-Unis de pratiquer cette torture. Ça n'était plus de la torture, mais c'était des privations de sommeil, etc., etc., etc. Donc, avec un langage juridique, on a pu justifier l'injustifiable. Et puis, comme l'a dit brièvement Maurice, il y a l'affaire Snowden, donc, qui est un informaticien qui travaillait pour la NSA et qui a fait des révélations sur ce qui se passe actuellement au niveau des Américains, c'est-à-dire qu'ils ont développé un vaste programme de surveillance dénommé PRISM. Et en fait, toutes nos données, si vous utilisez certains serveurs et certaines messageries, sont enregistrées et peuvent être consultées par les services secrets américains. Alors, bon, voilà ce qu'est ce réseau exactement. Il faut le savoir, ça a été mis au point en 1942 par la Grande-Bretagne et les États-Unis, qui voulaient en fait décoder les messages allemands, parce que les Allemands étaient assez forts là. Ils y sont arrivés, mais après la guerre, évidemment, il y avait un nouvel ennemi, c'était les méchants soviétiques. Donc, il fallait les espionner un maximum. Donc, ils ont mis à ce moment-là, avec 4 pays anglo-saxons, vous voyez ici, Grande-Bretagne, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande, un réseau d'espionnage au point. Vraiment, c'est un réseau qui est devenu après mondial, qui est devenu le réseau Échelon, qui a été dénoncé dans les années 90. Et puis, actuellement, c'est devenu le programme PRISM. Et vous voyez donc les serveurs avec qui ils travaillent et les principaux fournisseurs d'accès Internet. Donc, vous voyez Microsoft, Apple, Google, IBM, Facebook, AOL, Skype, YouTube, Outlook, etc., etc. Et tenez-vous bien, ce réseau PRISM est capable actuellement de décoder jusqu'à 20 milliards de communications par jour. C'est donc énorme. Puis là, je vous ai mis un petit slide humoristique. Donc, on voit également que les États-Unis sont un pays extrêmement agressif, même si c'est une démocratie. Donc, bien entendu, ils sont capables de faire des dérives graves, puisque le budget militaire de 2019 est de 716 milliards de dollars. Ils ont 800 bases militaires dans 70 pays et qu'ils ont fait depuis leur création, en 1776, plus de 70 interventions militaires dans le monde. Là, je vous ai mis un petit slide humoristique. On voit que la réalité, en fait, ça aussi, c'est la propagande des médias. Donc, l'Iran est encerclé par des bases américaines, la réalité elle est là. Mais en fait, que se passerait-il si l'Iran était vraiment un adversaire et encerclerait les États-Unis? Je pense qu'on aurait déjà une guerre atomique. Et puis aussi, deuxième image, on dit toujours que la Russie est un pays extrêmement agressif, mais là, on voit la réalité, c'est que les bases américaines d'un pays démocratique encerclent complètement l'Eurasie. Voilà.
Voilà. Également, il faut savoir que la CIA fait également des choses donc, absolument affreuses, comme l'opération MK Ultra. Donc ça, c'est pas du complotisme, vous pouvez le vérifier. Mais très brièvement, ça constituait des programmes pour contrôler le cerveau humain dans le but d'avoir des super soldats qui étaient obéissants et qui auraient plus peur de la mort. Donc ça s'est fait durant 20 ans. Voilà. Et ça a été dénoncé d'ailleurs par des journalistes américains, dont Seymour Hersh. Donc voilà. Autre exemple de dérive extrêmement grave, là, c'est chez nos amis français. Comme vous le savez, le 4 décembre 2020, il y a 3 décrets qui ont été modifiés, et tenez-vous bien, qui permettent de ficher des individus pour des délits d'opinion. C'est moi qui appelle ça délits d'opinion, vous voyez en rouge. Donc ça, c'est les 3 décrets qui ont été modifiés. Je vous en ai mis un, c'est tiré du site du gouvernement français, donc ce n'est pas de l'extrapolation, mais qui dit très clairement que les gens peuvent être fichés pour des opinions politiques, pour des convictions philosophiques, religieuse ou une appartenance syndicale. Et oui, vous voyez où on en arrive. C'est gravissime. Voilà un autre décret qui a été aussi modifié. Donc, je vous passerai tous les renseignements qui peuvent être portés sur le citoyen français. Donc, ça va de l'état de santé à ses occupations, etc., etc. Mais c'est assez intéressant de voir qu'ils définissent comme activité susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État, les activités plus publiques ou au sein de groupements ou de personnes orales, mais qui définit la dangerosité de groupe, comportement, habitude de vie, déplacement, activités sur les réseaux sociaux, pratiques sportives et pratiques et comportements religieux. Et oui, on va à la mosquée, on a un pantalon un petit peu au-dessus de la cheville, on a une barbe, peut-être que ça pourrait être une atteinte à la sécurité de l'État. George Orwell n'est pas tellement loin. Voilà, et puis très rapidement, la loi sur la sécurité globale qui a été promulguée le 25 mai 2021, qui donne beaucoup en France, donc toujours, qui donne beaucoup plus de pouvoir à la police municipale et qui étend l'accès aux images des caméras de surveillance. Alors c'est vrai, il faut le reconnaître, que le Conseil constitutionnel, suite à des protestations, notamment de la gauche alternative, a abrogé certains articles, comme le fameux article 24. Il y a la loi sur le séparatisme que vous connaissez, donc on ne va pas pouvoir revenir dessus, mais qui est extrêmement grave parce que c'est un contrôle de l'État sur les associations cultuelles qui est complètement inacceptable. Je vous ai aussi mis comme exemple de dérive les opérations Homo. Alors Homo, c'est des assassinats ciblés par les services secrets français, donc un leader qui les dérange en Afrique ou au Moyen-Orient, hop, on envoie des drones, on envoie un type d'assassin et il disparaît vite fait. Donc c'est des opérations qui ont été faites depuis les années 50 et qui au Bahamas actuellement auraient fait environ, je dirais, entre 3 et 400 morts. Voilà, pour un État démocratique. Là, je vous ai mis une liste, disons, de certaines répressions de la police française, donc c'est assez impressionnant, mais citons peut-être juste le 17 octobre 61, la manifestation contre les indépendantistes algériens qui a fait, donc à Paris, qui a fait, selon les sources, entre 40 et 200 morts. Et puis, parlons aussi très brièvement de la répression du mouvement des Gilets jaunes qui a fait 11 morts et 400 blessés et 14 personnes qui ont perdu un œil, en tout cas 50 blessés, extrêmement graves. Ici, c'est des articles de presse que je vous ai montrés donc, sur différentes bavures de la police française, plus ou moins couvertes, et tout ça se passe dans un État dit démocratique. Et pour finir, le Royaume-Uni, donc, il a aussi fait plusieurs lois contre le terrorisme, notamment une en 2008 qui permet de prolonger la garde à vue jusqu'à 42 jours. Hein. Et puis Theresa May qui a fait voter en 2007 une loi absolument abominable, et je veux dire une des pires lois, en tout cas qu'il y a dans les démocraties occidentales, qui permet de surveiller des sites internet consultés, qui autorise le piratage des ordinateurs et des téléphones. Et la police peut exiger qu'on leur fournisse l'historique des consultations de sites sur une durée d'1 an. Et Edward Snowden avait fait un tweet en date du 17 novembre 2016 qui disait que la Grande-Bretagne a légalisé donc, une pratique de surveillance parmi les plus extrêmes dans l'histoire des démocraties occidentales. Et donc, ça ressemble à ce qui se passe dans certains régimes, dans certaines pratiques autocratiques. Voilà. Ben voilà. Donc, vous voyez très clairement que le fait d'être dans une démocratie ne nous met pas à l'abri de possibles dérapages. Alors, quels sont en fait, qu'est-ce qui se passe actuellement? Et brièvement, c'est quand même important de parler de la surveillance de masse des populations pour comprendre le contexte sociologique, politique, économique dans lequel cette loi suisse apparaît, parce qu'elle n'apparaît pas comme ça, tirée d'un chapeau magique.
D'abord, moi, ce que je pense, c'est qu'on a ici, il y a une pression sociale extrêmement importante au niveau du système capitaliste par rapport, je veux dire, aux inégalités. On l'a encore vu avec la pandémie du Covid-19, où il y a encore, en tout cas selon l'ONU, 500 millions de personnes pourraient basculer en plus dans la pauvreté. Donc, il y a une faille sociale à ce niveau-là, des inégalités qui sont extrêmement fortes, et vous savez que qui dit inégalité dit forcément révolte d'une partie de la population. En plus, on a un deuxième problème extrêmement grave, je le cite simplement, mais Pablo Servigne l'avait conceptualisé sous la forme de la collapsologie, c'est-à-dire qu'à cause notamment des activités humaines, il y a un impact extrêmement fort sur le climat et ça pourrait, je veux dire, aboutir à une destruction de l'écosystème et à des catastrophes sans précédent. Donc évidemment, tout ça, ça fait peur à l'oligarchie de capitalistes qui tiennent, je veux dire, quand même une forme de pouvoir, et donc il faut à ce moment-là surveiller les gens. Et ça se fait notamment au niveau des développements technologiques, ça se fait au niveau des algorithmes, donc on va retrouver dans la loi et qui sont quelque chose d'absolument affreux. Et pour moi, il y a trois concepts principaux. C'est la stratégie du choc de Naomi Klein, la fabrique du consentement de Noam Chomsky et le panoptique de Michel Foucault. Voilà, donc je vais passer brièvement là-dessus parce que c'est quand même important de dire quelques mots. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Naomi Klein, j'ai mis là en référence un livre et puis ici dans une vidéo, mais en gros, c'est elle qui a conceptualisé donc, cette stratégie du choc. Et c'est très important pour comprendre encore une fois le contexte dans lequel cette loi donc, est promulguée. Il dit en quelques mots que le système capitaliste utilise des catastrophes naturelles et des autres bouleversements majeurs, par exemple comme un attentat, on l'a vu avec le 11 septembre, on l'a vu avec la pandémie du Covid-19. Ça ne veut pas dire que c'est inventé, bien sûr que non, ça veut dire que c'est des choses qui sont réelles, mais ce sont des choses qui sont exploitées par un pouvoir politique qui va à ce moment-là l'utiliser pour imposer des recettes ultra-libérales. Donc, on l'a vu par exemple après l'ouragan Katrina en 2005. On l'a vu notamment au Chili quand il y a eu aussi le coup d'État. Voilà, qui va donc imposer des recettes ultra-libérales et des mesures qui vont se montrer extrêmement liberticides. Et l'exemple, c'est vraiment le Chili quand il y a eu le coup d'État où les économistes de l'école de Chicago sont allés dans ce pays et l'ont mis en coup réglé. Donc voilà, vous voyez qu'il y a eu une émotion légitime suite aux attentats de 2015. Il y a eu d'autres attaques aussi. Et après, je veux dire, pour moi, on a profité de la peur, de l'émotion, encore une fois, qui est tout à fait légitime, générée par ces attentats, pour faire passer des mesures qui sont plus liberticides. C'est très intéressant parce qu'il faut savoir qu'on dit qu'on est toujours dans des pays qui sont démocratiques et au niveau des médias, il y aurait une transparence absolument totale, il y aurait des débats absolument objectifs. Mais en fait, ce n'est pas vraiment ça. Parce que celui qui a inventé l'industrie de la communication, c'est un journaliste et chercheur états-unien qui s'appelle Edward Bernays et qui a fait ce qu'on appelle la fabrique du consentement. Donc, ça consistait en fait à convaincre les populations par rapport à des techniques de communication d'adhérer à des programmes ou à des aventures guerrières pour lesquelles ils n'auraient pas véritablement été convaincus. Et on a vu que ce monsieur Bernays était engagé par le président Wilson durant la Première Guerre mondiale et le but était de convaincre les États-Unis de rentrer en guerre dans la Première Guerre mondiale alors que la majorité de la population ne voulait pas entendre parler de ce carnage qui se déroulait en Europe. Et bien entendu, il a réussi. Les détails croustillants, et c'est tout à fait véridique, Goebbels, le ministre de propagande sur le Troisième Reich, s'est inspiré de ses recherches pour sa propre propagande. Donc c'est assez incroyable. Et dernier concept sur lequel on ne peut pas faire abstraction, qui fait comprendre ce qui se passe actuellement, c'est la fameuse histoire du panoptique qui a été reprise par Michel Foucault. Le panoptique, donc je ne sais pas si vous voyez bien ici, si vous voulez, c'est une espèce de prison avec des cellules au fond, et puis vous avez une tour centrale dans laquelle se trouvent quelques gardiens. Alors ce panoptique, si vous voulez, il est à l'origine de notre société de surveillance qu'il y a actuellement, et c'était inventé par un Anglais, encore un, qui s'appelait Jeremy Bentham. Et en fait, le but, c'était de pouvoir voir une multitude de personnes, donc ici des prisonniers, sans pour autant que ces prisonniers savent s'ils sont vus ou pas, et avec quelques gardiens, cela était suffisant. Et donc, Michel Foucault, grand intellectuel français, donc, avait repris ce concept dans un livre remarquable que je vous conseille, qui s'appelle Surveiller et punir. Et il a écrit, je vous le cite, je l'ai mis ici en rouge, c'est que le vrai effet du panopticon, donc ça, le panoptique, c'est d'être
tel que même lorsqu'il n'y a personne, l'individu, non, alors là, il y a une erreur, excusez-moi. En fait, ce qui veut dire, c'est que l'individu dans sa cellule doit se sentir observé, même s'il ne l'est pas, et qu'il ait constamment l'impression d'être dans un état de visibilité pour le regard. Pourquoi? Parce que si on transfère cette théorie du panoptique dans ce qui se passe actuellement avec ces lois liberticides, ces surveillances de masse, les citoyens vont dire « Oups, je risque d'être surveillé, je risque d'être filmé à mon insu, donc surtout, je ne vais pas aller à cette manif, je ne vais pas protester contre telle ou telle délocalisation, et je vais me calmer, parce que les gens qui se sont surveillés, donc pas tous, mais une bonne partie, ce sont des gens qui vont se montrer dociles. » Voilà. Alors, on en arrive au développement inédit des technologies. Donc voilà, là, je vous ai mis un extrait de Futura Science, et c'est donc assez fou ce qui est en train de se faire. Je ne sais pas si vous connaissiez Elon Musk, c'est un milliardaire sud-africain qui a fait une entreprise de technologie, et puis donc ils sont en train de tester des implants de puces dans le cerveau des cochons, et le but, ça serait pouvoir faire au niveau humain pour relier le cerveau aux ordinateurs. Alors, bien entendu, il vient de l'humanité, mais on ne peut pas exclure que militaire voilà. Il y a juste quelqu'un qui a ouvert le micro. Voilà, merci. Et puis, on en vient juste à la question donc, des algorithmes. Donc, comme vous savez, il y a beaucoup de surveillance, notamment cette loi sur le terrorisme, qui va se faire avec des algorithmes. Et ces algorithmes, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Donc là, je vous mets un extrait d'un article qui est paru par le site de France Inter. Donc, c'est tout à fait politiquement correct. Et là, il y a des avocats qui se sont penchés et qui disent que c'est un principe donc, de surveillance qui va faire analyser de façon automatique et systématique et métadonnée de certaines communications. Donc, en fait, c'est un outil qui va permettre une surveillance où tout le monde va se sentir suspect, où personne ne va savoir qui est surveillé, où finalement personne ne pourra s'y opposer. En plus, on ne sait pas qui fabrique ces algorithmes et comment est-ce qu'ils vont être mis en place. Alors, dans la loi sur le terrorisme, on sait très bien, j'y reviendrai très brièvement après, mais que ça va stigmatiser notamment une certaine partie de la population sur des caractères ethnico-religieux parce qu'automatiquement, ils pourraient être suspects. Et parmi les autres technologies, j'ai trouvé que c'était assez amusant de vous montrer ces photos de drones. Donc, encore une fois, ce n'est pas du complotisme, mais qui étaient faits par la CIA et qui étaient utilisés pour espionner les gens, donc une libellule, un moustique, et puis un serpent. Il y avait même un poisson-chat dénommé Charlie qu'ils avaient envoyé dans les eaux nord-coréennes pour voir si les Nord-Coréens se tenaient tranquilles. Alors voilà, nous voilà maintenant entrés un petit peu de façon un peu plus, je dirais, ciblée dans le sujet. Donc, vous avez compris que je vous expliquais tout ça pour qu'on puisse vraiment comprendre le contexte et les concepts sociologiques et politiques qui sous-tendent. Alors, est-ce que nous, les Suisses, on est mieux que les autres? Alors, voilà, on a quand même aussi certains soucis, et je crois qu'il faut le dire à un moment donné. Maurice avait évoqué à faire des fiches, et évidemment, c'est une affaire extrêmement grave, parce que presque par hasard, il y a une commission parlementaire qui a découvert, figurez-vous, en 1989, que 90 000 citoyens étaient fichés. À l'époque, il y avait 6,6 millions d'habitants, ce qui fait que 15% de la population suisse était fichée. Et vous allez rigoler, pourquoi les gens étaient fichés? Alors, par exemple, il y avait un parti à une manifestation féministe, a fait un voyage, c'est affreux, dans les pays de l'Est. Alors là, on le fiche. J'avais aussi une amie qui avait demandé sa fiche, et c'était extrêmement fou, parce qu'on voyait vraiment tout ce qu'elle faisait, qui elle voyait, même un rendez-vous chez le dentiste avait été mentionné. Donc, c'était vraiment un délire. On a également une politique d'émigration qui est basée sur la politique des trois cercles. Donc, d'abord, on privilégie des gens de l'Union européenne pour un poste de travail, si on peut se pencher les résidents. Ensuite, on privilégie des gens donc États-Unis, et je crois se faire Australie. Puis ensuite, on privilégie le reste du monde, donc sud-américains, asiatiques, africains, russes. Voilà, donc c'est une politique discriminante. Vous savez qu'on peut également surveiller des assurés par des décrets suite à la loi qui est malheureusement acceptée par le peuple en 2018. Donc la surveillance est vraiment quelque chose qui est présent. Il y a également eu des répressions de manifestations, donc notamment à Berne, sous prétexte du Covid. On assiste également à des arrestations ciblées de militants lors de certaines manifestations. C'est-à-dire que la police arrive, et ils savent qui est qui, et ils arrêtent des militants dans ces manifestations. Donc, je veux dire, c'est relativement grave. Et puis, pour terminer avec la NPD, donc là, je vais être bref, parce que notre frère Ahmed a fait une brillante présentation là-dessus, mais il faut savoir que cette loi a été dénoncée avec véhémence par Amnesty International,
ainsi que par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui a appelé à voter non. Le rapporteur spécial de l'ONU, Nils Metzler, n'a pas été consulté pour faire cette loi. Et comme on l'a dit, ça va contrairement donc à l'encontre des droits humains, parce qu'il n'y a plus de présomption d'innocence, parce que ça sera à la personne, je veux dire, qui sera dans le collimateur de cette loi, de prouver son innocence. C'est à elle que reviendra le fardeau de la preuve. Donc, je veux dire, c'est quelque chose d'extrêmement grave et pour laquelle il faut s'opposer. Donc, parmi ces mesures, c'est peut-être important de les rappeler, donc elles sont dans la loi, mais il y a l'obligation de se présenter à des entretiens, l'interdiction de contact avec certaines personnes, l'interdiction de quitter le territoire et ou de se rendre à certains endroits, assignation à un périmètre. Donc, je pense que ça peut être extrêmement grave pour quelqu'un qui a une carrière professionnelle. En plus, ça peut être pour une conduite pour une durée de 6 mois et reconduit pour encore 6 autres mois. L'obligation de se présenter auprès des autorités, détention puis éventuelle expulsion pour des suspects non suisses et surveillance électronique. Donc, on revient, vous voyez, à ce concept de surveillance qui est vraiment partout. Et localisation par téléphone mobile. Et puis, pour finir, quelques articles qui sont très problématiques que je vous cite, donc je vous les laisse à votre méditation. Voilà ce que nous dit cette loi, l'article 23E, qui dit par terroriste potentiel, on entend une personne dont on présume sur la base d'indices concrets et actuels, donc indices, qu'elle mènera des activités terroristes. Donc, sur simple indice, sur simple suspicion, à l'aide d'algorithmes évidemment, voilà. Par activité terroriste, et ça c'est un peu le bouquet, on entend des actions destinées à influencer ou à modifier l'ordre étatique et susceptibles d'être réalisées ou favorisées par des infractions graves ou la menace de telles infractions ou par la propagation de la crainte. Donc par exemple, vous allez manifester contre, je veux dire, les liens qu'il y a entre l'industrie militaire suisse et l'industrie militaire israélienne et qui se concrétise notamment par l'achat de drones par l'État hébreu avec lesquels on va mitrailler la population à Gaza, petite manifestation de votre drapeau palestinien, est-ce que c'est une propagation de la crainte ou pas? Je ne sais pas leurs critères. Et l'âge, ça c'est aussi extrêmement grave. Il y a certaines mesures, mais pas toutes, qui peuvent être prises dès 12 ans. Dès 12 ans, vous entendez bien ce que je vous dis, en Suisse, dès 12 ans, on peut être considéré comme étant un potentiel terroriste. Et toutes les autres mesures, par contre, auront lieu à partir de 15 ans, c'est quand même assez grave. Et certaines mesures peuvent être attaquées auprès du tribunal tout de même, mais il n'y aura pas donc d'effet suspensif. Et ça, donc, Ahmed en a déjà parlé. Donc, voilà. Et j'en viens à ma conclusion. Et puis, voilà, moi, personnellement, puis, bon, je pense que c'est pas le seul à le penser, je vous ai mis des références, mais je pense que suite à ce qui s'est passé, notamment à Paris, il y a donc une émotion légitime, on va décréter donc une nouvelle loi qui, sous couvert de lutte contre le terrorisme dit islamiste, alors ça c'est encore un autre débat, risque en fait de s'étendre à des autres groupes et à d'autres militants qui s'opposent au capitalisme ou à certaines décisions de notre gouvernement. Alors ça peut être les syndicats, ça peut être des grévistes du climat, ça peut être des anarchistes, des écoféministes, des mouvements qui sont pour le boycott de l'État hébreu, je comprends un terme, je le cite. Ça peut être des intermondialistes, des nationalistes, des gens de la gauche alternative. En fait, tout le monde peut être visé. Si vous voulez, on prend l'épouvantail qu'est le terrorisme islamiste, qu'est le vilain islamiste qui veut détruire l'Occident. On oublie de dire que dans la plupart des cas, il a été soutenu par certains services secrets, notamment en Afghanistan, notamment au Kosovo, notamment en Libye et notamment en Syrie pour des raisons géopolitiques et économiques claires. Et donc, sous prétexte de désigner ces gens donc à l'opprobre populaire, on fait en fait des mesures de surveillance qui vont finalement concerner tout un chacun. Voilà. Et puis moi, alors voilà, là je vous ai mis une petite pyramide sociale dans l'Égypte ancienne, mais on peut également la reproduire, c'est juste d'enlever ceux qui sont en bas, on enlève le mot esclave, on met travailleurs intermittents, chômeurs, personnes à l'AI, personnes travailleurs à temps partiel, travailleurs faiblement qualifiés, vous pouvez plus ou moins la même pyramide. Mais personnellement, je pense que dans cette société qui est divisée en classes pour abuser des plus faibles, pour maintenir cette division, si vous voulez, on est obligé d'avoir une coercition qui est exercée. Cette coercition, elle se fait à travers les médias. On a vu la fabrique du consentement, on a vu la théorie du choc. Elle se fait à travers des multinationales, à travers les forces de l'ordre, des juristes. On a vu le cas d'Alberto González, on a vu le cas des gens qui ont pondu cette loi ignoble,
des lobbies, des industries, parce que le but, c'est tout simplement de préserver, à mon avis, ces divisions sociales pour que l'oligarchie qui soit en haut puisse continuer à profiter un maximum du pillage des richesses et du travail de la grande masse. S'il y a un mot que je peux, sur lesquels j'aimerais bien qu'on soit en tout cas d'accord, c'est qu'une des seules solutions pour s'opposer à tout ça, c'est avoir une société civile qui soit forte. Et la société civile, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde, indépendamment de notre affiliation religieuse. Ça, c'est extrêmement important. Et je pense qu'une des choses qu'on peut faire en Suisse, je vais montrer le référendum et l'initiative, mais c'est de voter, de se documenter, de se renseigner, de s'intéresser, d'intégrer des syndicats, pas seulement au niveau de la communauté, mais au niveau, je veux dire, national, d'intégrer des syndicats, des partis politiques, des associations, et surtout voter et faites voter, parce que moi, j'ai des amis qui sont arrivés ici, je veux dire, le pays, ils n'ont pas spécialement démocratique, et je veux dire, je m'arrachais les cheveux parce que je voyais leur enveloppe de vote qui passait à la poubelle. Et je leur ai dit, mais c'est pas possible, ce sont des lois qui nous concernent, qui concernent surtout la classe moyenne. Alors faites au moins cet effort d'ouvrir l'enveloppe, de lire les textes, de suivre les débats et de voter. Je vous remercie pour ce temps. J'espère que je n'ai pas trop débordé. Merci beaucoup. Merci. Merci Xavier. Alors on a un petit peu débordé, mais ça va, on a aussi commencé en retard. Et donc j'ai reçu plusieurs questions. Il y a aussi des questions qui ont été posées sur le chat. Alors on passe aux questions-réponses. Et déjà peut-être une première question. Donc est-ce qu'on peut estimer que la Suisse est encore en danger d'attaque terroriste? Est-ce que je rajouterais aussi, parce que Ahmed, lors de ton intervention, tu as parlé de la Suisse comme faisant partie du bloc qui s'oppose à Daesh, alors, pas de manière très active, donc elle n'est pas en tête de liste, mais est-ce que la neutralité suisse en quelque sorte, protège aussi la Suisse contre les attaques terroristes? Donc, je pose d'abord la question à Ahmed, et puis après, si tu veux donner plus d'informations, Xavier, je te donnerai aussi la parole. Alors, merci beaucoup pour cette question. Merci aussi pour l'ajout que tu as fait, Maurice. Alors, je pense que la neutralité suisse, elle est utile quelque part pour ne pas mettre la Suisse dans le viseur, principalement en fait comme la cible, pour ne pas l'établir comme cible principale des groupes terroristes, tout à fait. Il y a aussi un peu un manque d'intérêt parce que souvent il y a des flux d'argent aussi qui passent par la Suisse. Donc les terroristes, ils ont aussi un intérêt à ce que la Suisse reste stable. Maintenant, dans quelle mesure est-ce que cette neutralité elle est un remède total, une protection totale? C'est sûrement illusoire de le penser, parce que la Suisse aussi, elle a des pratiques en termes de sans traitement en fait de la communauté, des communautés musulmanes, sans traitement des personnes étrangères, etc. Tout ça, ça a des répercussions au niveau sociétal, tant au niveau interne qu'au niveau international aussi. C'est des choses qui se remarquent et c'est des choses en fait qui contribuent au narratif qui sont finalement instrumentalisés par les groupes terroristes. Et il faut juste pas retenir, un danger terroriste, on a toujours. Quelqu'un parmi nous, n'importe qui dans la société peut commettre une attaque violente aujourd'hui, demain. Et ça suffira pour dire que le danger terroriste est élevé parce que nous avons une attaque. Donc, on ne sera jamais à un endroit où on pourra dire qu'on est complètement protégé, en fait. Que le danger terroriste, quelque part, il est zéro. Ça, ce sera impossible. Merci. Xavier, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Alors oui, peut-être très, très brièvement, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et évidemment, on doit comprendre quand même que le risque zéro n'existe pas. Mais bon, ceci dit, je ne pense pas que la Suisse soit vraiment considérablement exposée. Après, ce qui serait aussi intéressant de voir, c'est vrai qu'on se focalise énormément sur Daesh, sur Al-Qaïda ou bien des groupes illuminés comme ceux-ci. Mais par contre, moi, ce qui m'étonne, c'est que personne ne parle du terrorisme d'extrême droite.
Et là, il y a vraiment un risque flagrant que des mosquées puissent être attaquées, que des synagogues puissent être attaquées. On a eu des exemples en Allemagne et en Autriche. On a vu aussi que la police française commence à se recentrer par rapport au terrorisme d'extrême droite. Donc là, par contre, il y a un risque réel, ainsi que, il faut le dire objectivement, de certains groupes radicaux assez violents d'extrême gauche. Mais voilà, pour moi, la préoccupation, c'est plutôt le terrorisme d'extrême droite. Et à ce niveau-là, je dirais oui. Il y aurait tout. D'accord. Donc, cela nous amène directement à la première question qui est sur le chat. Donc, quelle est la définition d'une organisation terroriste selon la loi suisse? Et comment est-ce que donc, la loi suisse différencie un groupe armé qui se défend? Donc là, je pense qu'on a à l'esprit des groupes de résistance contre un oppresseur, que ce soit un État ou autre, et un groupe armé terroriste donc, qui propage le terrorisme. Donc, je ne sais pas si, Ahmed, tu veux prendre cette question. Bien, alors merci pour la question. Donc, selon le code pénal, une organisation terroriste, c'est une organisation qui s'engage dans des activités criminelles. Un criminel, ça peut être des actes de violence, ça peut aussi être des actes d'expropriation, de kidnapping, de prise d'otage, etc. Donc, les organisations terroristes qu'on connaît tombent clairement sous le libellé d'organisations criminelles selon notre code pénal. Ensuite, nous avons une loi spécifique qui incrimine, comme je l'ai dit avant, les groupes Al-Qaïda, Daesh et les groupes apparentés. Vous aurez en fait tous les groupes qui sont un peu dans cette sphère djihadiste qui vont être couverts. Ensuite, il y a d'autres questions qui se posent. Par exemple, le PKK, est-ce que c'est une organisation terroriste ou pas? Est-ce que les Tigres Tamouls, est-ce que c'est une organisation terroriste ou pas? Un jour, on va se poser la question, est-ce que d'autres groupes en fait sont des organisations terroristes ou pas? Et là, en fait, la Suisse, elle développe une jurisprudence au fur et à mesure. Elle a récemment décidé que les Tigres Tamouls ne sont pas une organisation terroriste. Et pour le moment, en tout cas, le PKK n'est pas une organisation terroriste au sens de la jurisprudence suisse. Par contre, cela peut changer. On voit que ça évolue beaucoup en Europe aussi. On voit aussi que, par exemple, le Hezbollah, c'est un groupe qui n'est pas, en fait, en tant que tel, aujourd'hui considéré comme un groupe terroriste, mais dans les pays voisins, l'Autriche, l'Allemagne, etc., on considère déjà le parti entier de Hezbollah comme un groupe terroriste. Donc ça, c'est quelque chose qui dépend en fait de la jurisprudence, qui dépend aussi des pressions et influences politiques, clairement, et qui peut évoluer dans le temps. Est-ce qu'il y a, au niveau des institutions internationales, je pense en particulier des Nations Unies, une liste d'organisations terroristes? Parce que là, on voit que chaque État a sa propre liste. Souvent, les listes changent. Le MKO, avant aux États-Unis, était considéré comme un groupe terroriste. Maintenant, elle ne l'est plus. Donc, est-ce qu'il y a une référence au niveau du droit international à votre connaissance? Donc, je pose la question aux deux. Peut-être, Xavier, tu veux commencer déjà si tu as des informations ou des commentaires complémentaires à la réponse de Ahmed, et puis aussi prendre ce point-là sur... Disons, moi, plutôt que le droit international par rapport à ce sujet du terrorisme que je ne maîtrise pas vraiment, donc je ne vais pas m'aventurer dans une réponse hasardeuse, moi, j'aimerais tout de même tout simplement me référer au bon sens et puis à l'histoire. Lorsque les nazis ont envahi la France en 1940, les terroristes, c'était à ce moment-là les Français qui résistaient. Ils étaient qualifiés de terroristes par le Troisième Reich. Lorsque Israël frappe la bande de Gaza avec des drones et toutes sortes de munitions destructrices, les Palestiniens qui résistent sont dénommés des terroristes. Pour moi, on est face à un problème géopolitique grave et c'est pour moi, pour le moment, je veux dire, les grandes puissances, surtout États-Unis et occidentales, qui veulent définir qui est terroriste ou qui ne l'est pas. On en revient à la fabrique du consentement selon des critères géopolitiques actualisés et qui peuvent changer du jour au lendemain. Voilà, donc c'est une notion pour moi qui est extrêmement floue. Et si je me réfère aux Français,
Le terrorisme, c'est tout simplement de terroriser un peuple. À ce moment-là, on aurait deux groupes de terrorisme. On aurait le terrorisme d'État, par exemple, États-Unis, je m'excuse, mais quand on bombarde l'Irak pendant, je ne sais pas, de 1991 à la deuxième guerre en 2003, donc quand on bombarde un pays comme l'Irak, quand on est prêt à affamer des enfants, comme a dit Madeleine Albright, durant une émission, pour moi, c'est une forme de terrorisme d'État. Et il y a aussi le terrorisme de groupe ou de groupes qui se battent pour une résistance légitime, mais qui peuvent utiliser des moyens terroristes, par exemple, comme le Hamas, il se bat pour la libération du peuple palestinien, mais il est vrai, il faut le reconnaître que parfois, il peut utiliser des moyens qui vont terroriser la population israélienne, comme par exemple le lancement de roquettes. Voilà. D'accord, merci. Donc, on voit déjà qu'il y a déjà un premier problème avec cette loi, c'est déjà de définir quelles sont les organisations terroristes. Donc, Elle ne définit pas, peut-être, hein, Maurice, c'est ça qui est intéressant. Elle ne définit pas les organisations terroristes. Ouais, donc ça reste subjectif, en fait. Les activités terroristes, sont des activités susceptibles de changer l'ordre étatique, etc., par la menace ou la propagation de la crainte, etc. On n'a pas besoin, en fait, c'est ça un peu l'avantage, si on veut. Prochainement, avec la révision aussi, une révision qui, en fait, l'article 74 de la loi sur le renseignement, elle va lister, en fait, des organisations qui sont interdites. Ça, on l'aura en Suisse après. Après, qui va être sur cette liste-là, quelles sont les influences, etc. Ça sera encore une autre question. Donc, j'enchaîne. Xavier, tu parles beaucoup des États-Unis aussi dans ta présentation. Donc, une des questions qui est posée, c'est est-ce que la Suisse a déjà assisté ou aidé les États-Unis dans la surveillance et entre parenthèses crypto-agué, point d'interrogation, ou dans la prévention du terrorisme? Est-ce que tu as connaissance d'une collaboration entre la Suisse et les États-Unis sur ce sujet? Oui, alors effectivement, il y a bien une collaboration entre la Suisse et les États-Unis, notamment après le 11 septembre. Et puis, il y a un rapprochement assez inédit entre la Suisse et les États-Unis qui a été fait avec un certain Christophe Lohrer, donc qui soi-disant était UDC, devait défendre la neutralité de la Suisse, une personne qui s'est considérablement rapprochée des États-Unis, notamment par rapport à l'écoute. Alors bien sûr qu'il y a une collaboration. Et je veux dire, la neutralité, elle est quand même assez ténue, je dirais. Parce que culturellement, politiquement, je l'avais dit même au niveau de la Constitution, linguistiquement, au niveau cinéma, au niveau de l'art, on est extrêmement influencé par le mode de vie américain. Donc, alors à ce moment-là, ça implique aussi une collaboration au niveau politique, au niveau des services de renseignement. Et puis, il y avait récemment, je ne me rappelle plus les détails, mais une firme à Zug, on sait qu'elle avait espionné pour le compte de la CIA. Et évidemment, ça avait été immédiatement étouffé comme étant quelque chose de pas grave. Voilà. Donc ça, c'était crypto-agué. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. Exactement. C'était aussi les services de renseignement allemands, entre parenthèses. Oui, mais les États-Unis étaient aussi derrière, et c'était assez grave de voir leur implication. Hein. Voilà. Ahmed, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Alors, c'est clair que la Suisse, elle collabore avec les États-Unis dans la prévention du terrorisme. Hein. Dans les cas spécifiques, les États-Unis fournissent des renseignements aux Suisses pour leur signaler des personnes qui sont sur leur radar. Ça a été le cas avec plusieurs affaires que nous avons eues en Suisse. Et ensuite, la Suisse aussi, elle fournit des renseignements aux États-Unis quand celle-là les demande. Tout à fait. D'accord. Donc, question suivante, selon la dernière émission Infrarouge, que je n'ai pas vue, mais sur la MPT, est-ce que ce que les internautes ont dit y relatif, les gens ont plus peur des attaques des États, de l'État, que d'attaques terroristes? Donc, je pense que ça rejoint un petit peu ton point, Xavier, où tu disais qu'il y a aussi du terrorisme de l'État. Et puis, souvent, ils ont bien plus de moyens que des organisations, donc avec la possibilité de faire bien plus de dégâts. Est-ce que tu as un commentaire
à faire ou à rajouter par rapport à cette question? Écoute, oui, alors ça va être même avec un certain grand plaisir que je vais pouvoir ajouter un commentaire, parce qu'il faut dénoncer une certaine hypocrisie occidentale à ce niveau-là. Je veux dire, je ne sais pas si vous aviez lu l'interview d'un certain Zbigniew Brzezinski que vous devez tous connaître comme étant une éminence noire de la politique étrangère états-unienne, mais qui avait dit dans le Nouvel Observateur en 1998, parce que quand il y a eu la guerre d'Afghanistan en 1979, les Soviétiques ont dit non, 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 en fait, il y a eu des problèmes avec des extrémistes, et c'est pour ça qu'il y a eu une intervention, et la guerre, en fait, n'a pas commencé en 79, mais en 78. Ceci dit, je ne prends pas évidemment matière sur la légitimité de cette guerre ou pas, parce que moi, je suis contre toute guerre, mais c'est juste un exemple. Et les Soviétiques disent non, 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 nous, on avait été attaqués, il y avait eu des problèmes, et personne les accuse. Et Brzezinski a reconnu en 1998, dans le Nouvel Observateur, oui, c'est nous qui avons aidé ce qu'ils appelaient les Moudjahidines à l'époque. D'ailleurs, il y avait même un film qui avait été dédié à leur gloire, dans lequel Sylvester Stallone jouait, et Ronald Reagan les appelait les combattants de la liberté. Ça fait complètement incroyable, c'est devenu maintenant des terroristes, avant c'était les combattants de la liberté. Et il a dit, qu'est-ce qui est plus grave finalement, le fait que l'empire, ce qu'il appelait un empire soviétique, se soit écroulé avec ça, ou le fait qu'il y ait eu quelques attentats terroristes à travers le monde, c'est ça en 1998. Donc je dis ça parce que non seulement c'est vrai qu'il y a un terrorisme d'État, mais un terrorisme de groupe, mais il y a des États qui créent des groupes terroristes pour légitimer en sous-main leurs intérêts politiques, économiques et géostratégiques dans un but de contrôle de l'Eurasie. Tout ça, c'est écrit dans le livre de Zbigniew Brzezinski qui s'appelle Le Grand Échiquier, et vous verrez ce qu'il dit, ce qui est nécessaire de faire pour contrôler l'Eurasie. Donc, ils s'appuient eux-mêmes sur des groupes terroristes. Je veux dire, la France est intervenue au Mali pour combattre des gens qu'elle a soutenus en Syrie. Donc, c'est grave. Merci. Ahmed, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Peut-être juste que, en fait, il faut toujours se dire, là, on parle des gens, mais c'est qui les gens, hein, toujours, hein, il faut se poser la question qui a peur de qui. Et c'est ce qu'on sait, c'est que depuis le 11 septembre, bah, il y a sûrement une minorité, disons des personnes qui correspondent à certains critiques ethniques, religieux, politiques, qui ont payé le prix, je veux dire, qui ont sûrement été plus visées en fait par les attaques. Je veux dire, par le terrorisme d'État, que ce soit au niveau interne ou externe, que ce soit parce que les États-Unis essayent d'imposer ou de libérer un pays comme l'Irak, et en fait, dans cette poursuite de libération, ils s'accommodent en fait de tous les coûts humains que cela peut produire, ou que ce soit au niveau interne, où on se dit on veut à tout prix lutter contre le terrorisme, et cela implique que voilà, il y aura certaines communautés, certaines populations qui vont payer le prix pour cette lutte et cette illusion de sécurité. Donc sûrement ces personnes-là, en fait, je pense que les personnes qui ressemblent un peu à nous, qui ont moins de privilèges aussi, je dirais, qui ont peut-être un niveau socio-économique plus faible, hein, ce sont ces personnes-là qui ont plus peur du terrorisme d'État que des attentats terroristes. Mais voilà, c'est toujours peut-être, il faut juste toujours en fait tenir compte du fait que on est tous un peu, on ne bénéficie pas en fait de la même manière de ce qui est appelé sécurité avec un grand S. D'accord. Donc, pour revenir un petit peu à cette loi et puis aux impacts que ça pourrait avoir pour nous qui vivons en Suisse, donc il y a cette question qui m'est posée. C'est une loi qui va autoriser des mesures préventives, y compris la détention. Quel est l'impact que cela pourrait avoir sur une personne? Donc là, l'exemple qui est cité, c'est une personne qui travaille, par exemple, à plein temps. Elle se trouve sous arrêt préventif, donc elle ne peut pas aller à son travail. Est-ce qu'elle aurait des protections par rapport à ça? Enfin, quelles pourraient être les conséquences, je pense, c'est le sens de la question. Si on devient une personne qui est suspecte et à qui il y a des restrictions sur les libertés avec des impacts potentiellement assez graves.
par rapport à l'emploi, par rapport à la rémunération sociale, etc. Je peux peut-être esquisser une réponse. Alors, c'est effectivement, comme tu dis, c'est quelque chose d'extrêmement grave parce que ça peut avoir un impact extrêmement néfaste pour quelqu'un qui a une carrière professionnelle. Et ce qui va se passer, c'est que si cette loi est appliquée, il va y avoir des règlements d'application qui vont être faits. Il faudra être extrêmement attentif à ces règlements d'application. Donc, pour l'instant, on a seulement cette armature, on a uniquement cette loi. Mais après, c'est clair qu'au niveau du règlement d'application et puis de la jurisprudence que cette loi va faire, il va y avoir des axes d'intervention qui pourraient se montrer extrêmement dangereux. Et c'est justement une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes se sont opposées à cette loi, justement par rapport à ses impacts, mais qui, à l'heure actuelle, ne peuvent être mesurés que de façon théorique et hypothétique. Voilà. D'accord. Alors, il y a un complément, justement, c'est est-ce qu'il y a des prévisions pour compenser justement le tort moral si, par exemple, la personne est innocentée et qu'elle a subi des torts par rapport à cette détention préventive ou cette restriction sur ses libertés? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord que c'est hypothétique parce que nous avons, comme j'ai dit avant, déjà des mesures administratives aujourd'hui qui sont appliquées à des personnes qui finalement ne sont pas coupables d'une quelconque infraction pénale. Donc, on peut retracer là, moi j'ai étudié plusieurs de ces cas-là, en fait, où on a vu des personnes voilà, être soumises à des décisions d'expulsion, des décisions de différentes sortes, en fait. Et c'est extrêmement frustrant et difficile parce que, en fait, dans cette décision-là, ben, on voit aussi la manière dont en fait, Paul peut argumenter. Et c'est avec une aisance et une facilité qui est très inquiétante parce que maintenant, on nous dit qu'il faut des indices concrets et actuels. Ben, l'article 68 d'expulsion, il faut que la personne présente un risque pour la sécurité intérieure ou extérieure. Mais cela, en fait, Paul peut l'argumenter assez facilement et n'hésite pas en fait, à quand même aller au-delà et à bafouer quelque part l'état de droit en recourant aussi à d'autres moyens pour juste prouver en fait ou pour donner quelques éléments pour cimenter la dangerosité de la personne. Donc ça, je veux dire, on le voit déjà aujourd'hui que c'est possible. Et pour les personnes, c'est extrêmement frustrant parce qu'elles ne peuvent pas vraiment réagir. On ne peut pas vraiment avoir recours à des mesures administratives qui ne fournissent pas de preuves d'une quelconque culpabilité, mais qui se basent en fait sur une prétention de la dangerosité qui, elle, finalement, sera… c'est difficile à dire, en fait, que finalement, moi, je ne suis pas dangereux parce qu'on est tous quelque part dangereux. Et ce qui est extrêmement difficile avec ces mesures-là aussi, c'est qu'elles n'ont pas d'effet suspensif. Donc, vous, aujourd'hui, on dit que vous serez soumis à une de ces mesures-là, elles seront applicables tout de suite, et à vous, en fait, de faire recours auprès du tribunal de mesures de contrainte bernois, avec toute la difficulté que ça prend, tous les coûts que cela entraîne. En fait, on n'a pas une défense d'office quand on est dans une procédure administrative. Et finalement, cela rend en pratique, même si en théorie, on vous dit vous avez le droit de défense, etc. En fait, vous avez tout le droit à un recours auprès d'un tribunal. En pratique, c'est extrêmement difficile. Et ensuite, au niveau des indemnisations, nous avons déjà aujourd'hui en fait, des procédures pénales qui sont ouvertes à l'égard de personnes qui finalement sont mises en détention, par exemple, pendant un moment, puis libérées après, mais finalement pas condamnées. Ces personnes-là reçoivent bien sûr de l'argent. Parfois, c'est peut-être 100 francs pour une journée en détention. C'est rien je pense, rien qui peut finalement compenser en fait la privation de liberté d'une personne. Tout à fait, je suis assez d'accord avec ça. Si tu permets, Maurice, que juste qu'on se comprenne bien, moi, ce que j'ai dit, c'était hypothétique par rapport aux conséquences, et j'ai bien compris la question, c'est en lien avec le travail. Et moi, c'est à ce niveau-là que j'ai dit que pour l'instant, on ne pourrait pas encore mesurer les différents effets puisque cette loi appliquée, donc qu'on se comprenne bien qu'il n'y ait pas de malentendu et qu'il n'y a pas encore de règlement d'application. Et moi, ce que je crains quand même par rapport au travail, parce que je travaille aussi au niveau du droit du travail comme juge prud'homme, c'est que certaines personnes finissent par perdre leur travail
et puis qui avaient beaucoup de difficultés à pouvoir obtenir une compensation ou à en obtenir un autre, parce qu'on pourrait très bien leur dire à ce moment-là, mais écoutez, c'est de votre faute parce que vous avez un comportement suspect, vous avez fréquenté X ou Y personnes. Et il faut savoir que le droit du travail en Suisse est extrêmement libéral, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de convention collective, si vous n'êtes pas fonctionnaire, vous pouvez même être licencié sans preuve. Alors si on va ajouter ça avec cette loi, avec le fait qu'en tout cas dans un premier temps, ça sera des gens, à mon avis, d'une certaine communauté ethnico-religieuse qui risquent de se retrouver embêtés, on pourra, oui, ça pourrait être embêtant, mais encore une fois, on n'a pas les règlements d'application, il n'y a pas de jurisprudence par rapport à des gens qui auraient été licenciés par rapport à cette loi, puisqu'elle n'est pas appliquée. C'est simplement pour ça que j'ai dit qu'aller en l'état, faire une estimation très précise était hypothétique. Voilà. Si. Donc, je regarde juste l'horloge avec un œil. Je pense qu'on a le temps pour une dernière question et je vais tricher un petit peu. Je vais poser la question et en même temps, je vais vous demander aux deux intervenants un peu de conclure avec leur recommandation de vote pour le 13 juin. Donc, la question, c'est la nouvelle, et puis c'est une question qui est assez large, donc essayez quand même d'être, comment dire, précis et court dans et bref dans votre réponse. Mais la nouvelle loi va-t-elle dans le sens de limiter les droits de liberté de confession, la liberté de parole et la liberté de manifestation? Donc, je vous donne à chacun... on peut commencer avec Xavier et puis donc répond à cette question et conclut avec ta recommandation de vote, les arguments principaux que tu as pour cette recommandation. Oui, alors, brièvement, je dirais que par rapport à ta première affirmation, je dirais liberté de confession, je dirais non, parce qu'on va toujours avoir le droit de pratiquer, je vais dire, sa religion. Je pense fondamentalement, ça ne change pas, même si c'est clair que dans un premier temps, certaines personnes risquent d'être discriminées au niveau de certaines fréquentations de lieux. Mais fondamentalement, on aura toujours le droit d'être musulman en Suisse. Ta deuxième, c'était quoi par rapport à la manifestation? Alors, la question, elle est sur le chat. Donc, Tu avais dit. confession, Voilà, limiter les droits. Alors, oui. Alors, les droits, oui. Alors, très, très clairement, par rapport aux droits, oui. Et ça rentre dans ce que j'avais essayé. Donc, pardon. Limiter les droits de liberté de confession. Alors, d'accord. Alors, est-ce que tu pourrais répéter la question avec les trois catégories? Parce que là, je mélange un petit peu. Alors, liberté. Pardon, excuse-moi. La première, c'est quoi? Limiter les droits de liberté de confession. D'accord. Oui, ça c'est clair. La liberté de parole et la liberté de manifestation. Et puis, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais il y a une personne qui veut aussi poser une question concernant les mineurs. Et c'était une des choses qui m'avait choqué dans ton intervention, Xavier, que tu as rappelé que c'est à partir de 12 ans. Oui. Donc, je vais quand même laisser... donc, c'est le professeur Ben Yahya à poser sa question. Je ne sais pas s'il veut le faire avec le micro, mais je pense que c'est une question importante. Et puis ensuite, on va passer à la dernière question et à la conclusion. Merci, cher Maurice. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux intervenants, professeur Farhat Afsharaw, au vice-président, M. Dahri. Alors, la question est très, très simple. Enfin, je voulais revenir sur ce point fondamental qui est la question des mineurs, 12 ans, 14 ans, 16 ans, enfin, tout dépend des législations, si vous voulez, en Suisse ou avoisinant, dans les pays avoisinants. Quel serait, selon vous, que préconisent réellement les textes de la loi MPT? Et merci infiniment, cher Maurice, de me permettre de poser cette question. Que préconise-t-elle exactement pour les mineurs et pour les membres environnant la personne soupçonnée de radicalisme, d'extrémisme, de violence par prévention? Merci infiniment pour votre réponse. Donc, qui souhaite commencer? Merci beaucoup, professeur Benir, pour la question. Donc, c'est très pertinente.
Et ce qui est particulièrement inquiétant avec en fait, la facilité qu'on a à être en faveur d'une loi qui va finalement permettre des mesures extrêmement incisives à l'égard de mineurs allant jusqu'à l'âge de 12 ans. C'est ce qui est perturbant, en fait, c'est que on sait que ça ne se ferait pas si en fait, dans l'imaginaire collectif, on s'imagine vraiment que ça va toucher tous les mineurs et toute la population. On sait que c'est vraiment une population, c'est en fait le mineur étranger, le mineur afghan, le mineur syrien, qui est supposément en fait plus dangereux que les autres. C'est pour ça qu'on a une facilité en fait à accepter cette loi. Maintenant, qu'est-ce qui est prévu? Ce qui est inquiétant aussi, c'est qu'il n'y a rien de particulier qui est prévu. C'est vraiment, on dit en général pour les mesures policières préventives, elles vont intervenir après que les mesures thérapeutiques, intégratives et éducatives sont épuisées, hein, mais on ne définit pas vraiment ce que ce sont en fait, quelles sont ces mesures-là. Donc, il y a un petit flou par rapport à ça. On dirait c'est un petit peu un alibi aussi. Hein. Dire, non, elle interviennent de manière subsidiaire et que finalement, ça facilite peut-être qu'en pratique, on les utilisera plus vite. Pour les mineurs, en fait, c'est un article qui dit que à partir de 15 ans, enfin, l'assignation à résidence est possible à partir de 15 ans. Ensuite, toutes les autres mesures à partir de 12 ans. Et sinon, on dit aussi que pour les mineurs, on va essayer vraiment de miser sur l'éducation et l'intégration. Par contre, est-ce que ça se fera en pratique de la même manière? Ça, c'est redoutable. Xavier, veux-tu rajouter quelque chose? Non, alors écoute, je pense qu'Ahmed a très bien répondu à cette question. Effectivement, cette loi dans l'article 24F, alinéa 1, elle décrit donc les mesures qui sont prévues aux mineurs. Et puis, donc dans l'alinéa 2, après, c'est ce qui est prévu pour les personnes qui sont âgées d'au moins 15 ans. Mais voilà, donc je le répète, c'est extrêmement grave. Et c'est pour ça que plusieurs professeurs, droit une cinquantaine, ont condamné cette loi, que Amnesty International a vivement condamné cette loi, ainsi que Human Rights Watch. Donc, il y a un danger avéré. Il y a aussi, je peux me permettre. Souvent entendre, en fait, quand vous dites non, mais la responsabilité pénale en Suisse, c'est à partir de 10 ans. Mais au niveau international, la Suisse, elle a une responsabilité pénale extrêmement basse. Ce n'est pas non plus vraiment une bonne manière de se dire, écoutez, voilà, c'est pas grave parce que là, on est à 12 ans. Non, déjà, en termes pénal, en fait, on est extrêmement bas en termes de la limite d'âge. Oui, je vais rajouter un petit commentaire. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a en Angleterre la loi Prevent, qui est très similaire donc dans son aspect de soi-disant prévention contre le terrorisme. Et elle vise aussi les mineurs à partir de 12 ans. Il y a déjà eu des dérives. Je me souviens d'un incident où c'était un élève de 12 ans qui avait fabriqué une horloge et qui était tout fier, et il s'est fait dénoncer par sa maîtresse. Donc sous le contexte de ce loi Prevent. Donc c'est juste un exemple, mais il y en a plein d'autres. Vous pouvez chercher vous-même sur Internet. Donc on va essayer de conclure donc cette session donc avec cette dernière question, et je vous demanderai d'être encore plus brève et de conclure avec vos recommandations de vote. Donc pour rappel, c'est la dernière question, c'est: la nouvelle loi va-t-elle dans le sens de limiter les droits de liberté de confession, virgule, la liberté de parole, virgule, et ou la liberté de manifestation? Donc, je te donne la parole, Xavier, puis ensuite on passera à Dr. Ahmed. Ah oui, c'est vraiment une question qui nécessiterait peut-être un débat en soi, en tout cas par rapport à la première partie de cette question. Sur la liberté de confession, c'est vrai que comme ça, à chaud, je ne pense pas fondamentalement... Ouais, enfin, c'est difficile parce que moi, je dirais plutôt, en fait, je dirais plutôt non, parce que je pense que fondamentalement, il y a quand même, on va quand même pouvoir être musulman en Suisse, mais c'est clair que ça risque de limiter fortement certaines fréquentations par rapport à certains lieux. Après, est-ce que c'est justifié ou pas, tout ça, c'est une autre question.
Mais je pense que fondamentalement, il y a rien qui va remettre en cause le fait de devoir être musulman, je veux dire, un musulman lambda en Suisse. Après, tu avais dit par rapport à la liberté de parole. Alors moi, je pense que très clairement, oui, ça va limiter la liberté de parole, donc pour les raisons que j'ai expliquées avant, parce que les gens vont se sentir encore plus surveillés, donc ils risquent d'avoir aussi une crainte. Il faut se rappeler cette histoire de panoptique, parce que je pense que c'est tellement ça ce qui se passe actuellement. Voilà, donc il y aura un risque de crainte, évidemment, et puis la liberté de manifestation, clairement, oui, elle doit aussi être entravée par rapport à ça, surtout si c'est des manifestations par rapport à des thèmes comme l'islamophobie ou bien le soutien aux Palestiniens ou à des événements qui se passent dans le monde musulman. Voilà. Merci. Docteur Ahmed? Juste, excuse-moi, les recommandations, je pense que c'est clair. Votez non, faites voter non. Ça, je veux dire, c'est... Merci. Alors, merci. Moi, je pense qu'effectivement, il faut craindre en fait à long terme une restriction en fait du droit en fait de la liberté d'expression surtout, parce qu'on le voit déjà dans d'autres pays, on le voit aux États-Unis, on le voit en France, on le voit dans d'autres pays en fait où l'association entre donc la pratique religieuse en soi, tant qu'elle est apolitique, elle est souvent pas en fait au centre du viseur de l'État en termes de sécurisation. Par contre, quand cette pratique religieuse est quelque part liée à une expression politique, ou quand une politisation, elle a un aspect religieux, elle a un vocabulaire religieux, elle se fait dans un contexte, dans une aspiration aussi quelque part religieuse, c'est là que c'est problématique et c'est ce qui est déjà en fait aujourd'hui visé par l'État. Donc avec des mesures policières préventives, nous allons encore plus loin, nous permettons des mesures qui sont extra-pénales, qui ne fournissent pas les mêmes garanties procédurales et qui vont clairement à long terme aussi affecter nos libertés d'expression, clairement aussi de certaines communautés en particulier. En termes de recommandations, moi je voterai non, évidemment, et puis j'encourage tout le monde à voter non. Mais je comprends aussi qu'il y a d'autres différentes postures. Hein. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on vote en connaissance de cause. Donc, si on est prêt à accepter que voilà, en fait, ce soit une partie de la population qui continue à payer le prix, si on est prêt à accepter que nos mesures sécuritaires répressives peuvent être contre-productives et vont être contre-productives et vont alimenter en fait le phénomène qu'on est justement qu'on veut en fait, qu'on dit, qu'on vouloir combattre. Donc, si on est prêt à le faire, votez oui si vous voulez. Puis malheureusement, ça ne va pas fournir des solutions à long terme. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on arrive au terme de ce programme. Je remercie encore une fois nos deux intervenants, Xavier et Ahmed. Merci beaucoup pour avoir répondu à nos questions, pour nous avoir éclairés sur cette nouvelle loi. Et j'espère que tous ceux qui nous écoutent, que ce soit ceux qui nous ont écoutés ou qui nous écoutent en direct, ou ceux qui vont nous écouter en différé, qui participent à ce vote, même si c'est la première fois. Et si c'est la première fois, il ne faut pas avoir honte si vous n'êtes pas sûr de comment voter, comment il faut faire, par correspondance ou en allant dans un local de vote. N'hésitez pas à nous contacter, vous pouvez me contacter moi, je suis sûr que pareil pour Xavier et Ahmed, on peut vous donner des explications, c'est pas difficile, mais effectivement, je crois qu'il y a beaucoup de gens dans notre communauté qui n'ouvrent même pas les enveloppes et il faut que cette mentalité change. Et donc, encouragez aussi dans votre entourage, musulman, non musulman, aussi à voter sur cette loi. Plus il y a de participation, mieux ça valide la démocratie. Et donc, c'est très important. Donc, ça, c'est mon message de conclusion. Je donne aussi la parole à Dr. Farhad Afshar, s'il veut dire quelques mots en conclusion. Ensuite aussi au frère Abdul Jalil, avant de clore cette séance. Il me reste seulement de vous remercier. C'était très intéressant. Merci beaucoup pour cette lecture. Merci à vous, docteur. Merci Maurice, merci à la Fondation islamique et culturelle d'Ahl al-Bayt pour l'initiative vraiment précieuse et très importante. Ça prouve qu'il y a une autre tendance au sein de la communauté musulmane qui s'intéresse à la positionnement, à l'avenir,
de la communauté musulmane. J'aimerais bien signaler quelque chose qu'en collaboration avec Ahl al-Bayt et dans le cadre de KIOS et avec l'Institut Kalima, on vient d'instaurer la plateforme élèves pour lutte et prévention contre la radicalisation. C'est une plateforme de soutien, d'orientation et de consulting concernant les cas d'orientation. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous donne rendez-vous dans le cadre d'une activité aussi qui sera organisée avec Ahl al-Bayt dans le cadre de la coordination islamique suisse. C'est lutte et prévention contre la radicalisation dans le milieu carcéral. Ce sera animé par Dr Baptiste Brodard, qui est docteur en théologie à l'université de Genève. Aussi, on vous donne, je viens de recevoir la confirmation de docteur Michel Hofnay concernant l'islam en Europe, les défis de l'islamophobie. Ce sera pour fin de juillet 2021. Merci beaucoup. Merci encore, merci à vous tous, et en espérant qu'on aura d'autres occasions de discuter, de débattre en ligne sur des sujets qui nous concernent, nous, en tant que citoyens ou résidents habitants en Suisse. Bonne soirée et à bientôt. Salam alaikum. Merci beaucoup, salam alaikum, au plaisir. Merci. Merci beaucoup, bonne soirée, à bientôt.